Smart City, c'est clairement lié à ce qu'on appelle les smart grids. C'est des réseaux de tout d'ailleurs, des réseaux de gens, des réseaux de transport, des réseaux d'eau. Et l'important, c'est que tous ces réseaux soient le mieux interconnectés et surtout soient le mieux dimensionnés. Et pour ça, on a besoin d'avoir le maximum d'informations pour justement créer la ville de demain la plus optimisée possible. For me, the smart city, that is a term that was created by Cisco in 2007, more or less. For a marketing idea, and it has been a success idea. Smart city is a city that uses all the power of technology for having data, for analyzing it, with the idea of make them better decisions anywhere and anytime. That was our point. Du fait de mon activité professionnelle, ça m'évoque les données, la valorisation des données, et donc mettre la donnée au service de l'urbanisme. Alors, il y a plein d'applications possibles, on va pouvoir optimiser l'éclairage public avec des capteurs, on va pouvoir optimiser nos consommations d'énergie. À terme, en fait, l'objectif de tout ça, ça va être de créer une ville où on se sente mieux, avec un meilleur impact écologique, environnemental. Smart City, la première chose qui vient, c'est l'innovation, c'est la ville à la pointe, c'est les objets connectés. C'est finalement une vision assez techno quand même de tout ce qui peut être la ville dans son évolution et sa prise en compte de la population. Malgré tout, au service des habitants quand même. Alors Smart City Toulouse, j'avais le sentiment quand même que on cédait à un effet de mode. Est-ce que parce que ça devient smart maintenant parce qu'on a mis des technologies, ça impliquerait que c'était stupide avant. Et quand on connaît l'histoire de la ville, on sait qu'il y a énormément d'intelligences qui ont été développées depuis l'Antiquité au moins. Donc c'est pour ça que je trouve très dommage que dans la capitale d'Occitanie aujourd'hui, on ait choisi Open Métropole et Smart City. Alors c'est pas une critique sur le fond, c'est une critique sur la forme qui renvoie à la fois à un modèle, on va dire, très fantasmé, celui des acteurs de la Silicon Valley. On a produit un rapport officiel sur le sujet des villes intelligentes. Il y avait des spécificités françaises qui valaient la peine d'être défendues, d'être affichées. Le numérique, c'est un moyen pour le bien vivre. Voilà, c'est pas un but en soi. Même si je suis un chercheur en informatique, en IA, non. Quand je pense à la Smart City, c'est la ville pour les citoyens, pour ceux qui vivent, pas pour moi, pas pour mes ordinateurs, quoi, voilà. La technologie doit toujours disparaître. C'est comme la mayonnaise, ça ne sert à rien de savoir comment ça fait. Smart City, ça m'évoque surtout la capacité d'écouter et de travailler avec les citoyens, de pouvoir développer, proposer des solutions qui améliorent la vie des habitants de cette ville. Comment peut-on mieux vivre, mieux rendre service avec les solutions du XXIe siècle et avec cette capacité à emmagasiner des savoir-faire pour le redonner aux citoyens. Ce qui caractérise la Smart City Toulouse, pour moi, c'est la co-construction avec les habitants. Et effectivement, on ne peut pas faire une ville intelligente sans mettre ensemble les habitants avec les gens qui vont produire des solutions. D'abord, la Smart City, c'est une politique publique de la métropole. Et la métropole, elle est d'abord au service de l'intérêt général et en particulier de ceux qui habitent sur le territoire. Quand j'entends Smart City Toulouse, je pense à une ville qui répond mieux aux besoins et aux attentes de la population. Une ville dans laquelle aussi on développe des nouveaux projets qui associent à la fois la métropole, des startups, des grands groupes et tout un tas d'acteurs. Pour moi, le projet Smart City de Toulouse, c'est d'abord une démarche transverse qui a mobilisé beaucoup d'acteurs et ça a été une approche assez novatrice puisqu'elle a sorti en fait les interventions des différents silos dans lesquels ils se trouvaient pour centrer l'intervention d'abord sur l'usage, d'abord sur l'usager final. The Smart City concept is much more about change. In the city of Oslo, our work is to be much better to collaborate inside, but also to collaborate outside. The city in itself has acknowledged that. We can't fix all the challenges ourselves. We need to work with the stakeholders around us in a much better and more professional way than we do today. To have the good dialogue with the citizens, I think it's very important. Pour moi, la Smart City et Toulouse Open Métropole, ça évoque une ville tournée vers le citoyen, une ville moderne, à l'écoute du besoin des administrés et qui répond à ces besoins-là avec un maximum de sobriété et un maximum d'efficacité. Donc une ville connectée, c'est aussi une ville qui s'adresse en direct aux citoyens pour répondre à ses besoins. Et ça, c'est particulièrement intéressant à voir à Toulouse, avec en plus une logique de concertation, une logique de co-construction par rapport peut-être à d'autres villes où la démarche a été, excusez-moi l'anglicisme, un peu top-down,
Et donc, on a imposé un modèle aux citoyens. Effectivement, ça a évolué avec toute la co-construction qu'on connaît aujourd'hui, toute la collaboration, tout le citoyen au cœur de toutes les actions, puisque finalement, c'est directement lié, puisque c'est pour le citoyen qu'on le fait. Maintenant, il y a d'autres projets qui sont quand même moins axés sur le citoyen individu et plus sur le collectif, où forcément, il a moins sa place, ça se fait pour lui, mais quand même en dehors de lui. It's all about having the citizen in the center, in focus, and I think people expect to be involved in policy making and how we develop the city. I think we are also dependent on citizens' input along the way, not only every fourth year with the election, but we cannot find all the right answers ourselves. We need to do this together with the stakeholders. Donc pour moi, les Smart Cities, c'est une question de citizens, la participation citoyenne, la co-construction de ces politiques. C'est un modèle de gouvernance open où la ville travaille avec son écosystème, que ça soit le privé, que ça soit le monde de la recherche et de l'innovation, le citoyen, la citoyenneté, et on partage une feuille de route, on partage une vision. Toulouse, l'Open Métropole, c'est peut-être plus précisément une liste de points tirés vers l'open data, bien sûr, s'ouvrir vers les autres, toute la partie internationale, une dimension internationale également, où Toulouse arrive dans un écosystème un peu plus important. Et puis également tout ce qui est autour de bien vivre dans sa ville, voilà, toute cette partie comme ça. L'Open Métropole, ça pourrait m'inspirer deux choses d'un point de vue technologique, donc tous les enjeux d'open data, où il y a une ville qui met à disposition ses données, une ville qui veut être intelligente, qui veut être au devant et dans le domaine de l'innovation et qui veut inviter à un renouveau, c'est d'abord une ville qui ouvre ses données parce que c'est une forme d'invitation. En premier lieu, ça évoque le sujet très important pour la ville de demain qui est la maîtrise de toutes ces données qui sont liées à son aménagement, à ses flux et la gouvernance de ces données. Mais aussi, c'est la capacité à intégrer différents systèmes sans être pour autant prisonnier d'une offre industrielle ou d'un système verrouillé. Dans cette notion d'open métropole, il y a aussi cette notion de partage de données accessibles à tous pour créer de nouveaux services, et ça de manière contrôlée, pas au sens Big Brother du terme, mais où la métropole garde quelque part un peu le contrôle des infrastructures, des usages qui en sont faits. Pour moi, open, c'est une invitation. C'est pas des frontières fixes. Donc, de voir les informations et les données comme un bien commun, pas comme une information privilégiée à retenir. Puis open, c'est cœur ouvert. La question de l'ouverture des données, c'est une question qui n'a pas été appropriée par le grand public. On n'a pas pris ce temps-là. Et ce qu'on vit aujourd'hui montre qu'il est urgent de travailler sur cette notion. Ça pose aussi la question de la confiance, ça pose la question de l'éthique, ça pose la question de l'appropriation des données. Avec un gros enjeu derrière les données ouvertes, et donc la métropole ouverte. Ouvrir des données sans documentation, ça sert à rien. Il n'y a que les experts qui peuvent l'utiliser. Utiliser ces données, c'est les grandes entreprises. Ce qui veut dire données ouvertes, veut dire émancipation des personnes, donc éducation populaire à qu'est-ce que c'est que la donnée. Et il y a aussi le côté open, peut-être un peu plus démocratique, au sens d'une ville inclusive, d'une ville qui est ouverte à toutes. Et ce qui peut être intéressant, c'est que parfois ces deux open-là, l'open technologique et l'open démocratique, peuvent rentrer en conflit. Le problème, c'est que quand on utilise uniquement des données numériques, on exclut potentiellement tout un pan de la population, comme les personnes âgées, qui ne vont pas utiliser des outils numériques et donc qui ne vont pas être comptabilisés. Smart City et Toulouse Métropole, c'est un engagement des métropoles au niveau mondial déjà de partager la donnée, d'ouvrir les expérimentations, de libérer les talents, voilà, et de laisser cours à ces imaginations des citoyens, ne plus contrôler mais laisser faire et faciliter. Pour moi, c'est vraiment la montée en puissance de l'autonomie et surtout la montée en puissance de l'auto-organisation, donner aux gens beaucoup de marge de manœuvre pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier les outils à leur disposition, s'approprier les façons de faire ville, de fabriquer leur propre ville, leur propre vécu de la ville au quotidien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la manière dont les villes seront en capacité d'accueillir sans avoir à trier dans ces populations. Donc c'est la dimension de l'hospitalité. Ça m'évoque aussi la capacité qu'on a à avoir des gens qui viennent d'Allemagne, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent des Pays Basques, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, parce que c'est une ville ouverte. C'est la ville de Nougaro, c'est la ville qui fait rêver.
Puis pour le côté open, je suis arrivé comme beaucoup de gens à Toulouse comme étudiant, j'ai eu le sentiment d'une ville ouverte. Mais c'est aussi parce que je fais partie de la population vis-à-vis de laquelle la plupart des villes s'ouvrent. Je fais des études, je suis diplômé, j'ai un travail. Pour autant, je sais aussi qu'il y a une population qui est étrangère et qui vit beaucoup moins cette ouverture. Pour moi, c'est ça, une ville ouverte, très mixte, très multiple, très ouverte sur toutes les catégories de population. Et si il devait y avoir un intérêt à cette crise, c'est voir qu'on a des voisins utiles, des voisins avec qui on peut co-construire. Qu'une ville bien pensée, c'est une ville dans laquelle on sait se mélanger et on sait respecter sa propre ville et les gens qui y habitent. C'est déjà ce que j'ai comme représentation de Toulouse, une ville ouverte, mais je pense que les enjeux d'ailleurs vont être beaucoup autour de ça. Ouais. Lorsqu'on parle de Toulouse, l'Open Métropole, on parle bien sûr de la métropole, donc d'une intercommunalité. Et un des enjeux pour demain, c'est la question du lien entre, les métropoles, entre les différents acteurs des métropoles, et des villes moyennes ou des villes satellites de ces métropoles. Et on s'aperçoit, mais je crois qu'on va s'apercevoir de plus en plus dans les époques qui viennent, que les complémentarités territoriales sont extrêmement importantes. Et que gérer cette relation, c'est une nécessité qui va nous obliger à réfléchir autrement la relation de service entre la métropole et les territoires et entre les territoires et la métropole. Je pense qu'on ne peut pas être une ville intelligente si on est replié sur soi. Il faut absolument intégrer les territoires ruraux qui sont tout autour de nous. On a besoin de ces territoires pour être intelligents et ils ont besoin aussi de nous pour l'être. Toulouse et la municipalité a développé beaucoup d'actions circuits courts sur l'alimentation et je trouve que ça, c'est vraiment l'idée de l'Open Métropole. C'est-à-dire qu'on n'est pas métropole tout seul, on est métropole avec un hinterland, avec une région, avec des acteurs de toute nature. Et trouver le moyen, je dirais, gagnant-gagnant de faire vivre tous ces systèmes, c'est vraiment pour moi l'Open Métropole. L'Open Métropole, pour moi, c'est tout ce qui nous permet de mieux redécouvrir nos ressources et pour pouvoir optimiser. C'est pas tellement le fait aller plus vite ou aller plus loin, mais de réutiliser mieux ce qui déjà existe. La principale réussite de la Smart Cities Toulouse, c'est précisément d'avoir su bâtir les fondamentaux, c'est-à-dire en fait ce big data qui permet d'avoir toutes les données disponibles pour pouvoir maintenant construire des projets concrets et passer sur des réalisations. Les réussites de la Smart City Toulouse, c'est une capacité de R&D, une capacité d'ingénierie, une capacité d'innovation qui est assez aveuglante. Tous ces gens-là sont à la pointe de quelque chose et produisent sans arrêt du changement. De nouvelles façons de réfléchir, des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Donc ça, je pense qu'on le sent bien. Donc toutes les réflexions autour des systèmes embarqués montrent effectivement cette force, au fond, cette capacité de frappe de la métropole toulousaine. Et on voit bien là qu'il y a eu une mobilisation concertée entre milieu scientifique, milieu économique et milieu politique. Comme je vous l'ai dit, la première réussite, c'est d'avoir mis l'humain au centre. En fait, ils ont réussi à focuser sur le but, à essayer de voir les applications qu'on pouvait faire de cette technologie sans rentrer dans les bits et les bytes de la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'ils continuent dans ce sens-là, parce que ça change un peu des autres qui sont très technologiques, qui sont focusés sur de l'innovation, qui va innover en étant innovant. Vous voyez ce que je veux dire? Les réussites de la démarche Smart City Toulouse, c'est déjà qu'elle marche sur deux jambes. C'est qu'on a toute la partie très technologique qui va aider les entreprises, etc. Et puis c'est tout le fonctionnement qui est vraiment admirable parce qu'on a un fonctionnement très horizontal avec les citoyens, mais aussi avec tout type d'acteurs. Et ce fonctionnement-là, je le trouve très fluide. Les réussites de la démarche Toulouse Smart City, c'est avant tout les échanges. Mettre de l'intelligence technique dans la ville, c'est finalement assez simple. La principale difficulté va résider dans le fait de mettre de l'intelligence collective. Et derrière, comment on les met en œuvre. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a quand même un gros travail de concertation et d'échange qui a été mis en œuvre et qui mérite d'être mis en avant. Pour moi, la plus grande réussite de la Smart City à Toulouse, c'est l'engagement d'un grand nombre d'organisations totalement différentes sur un sujet aussi important. On a vu des entreprises du territoire qui n'avaient pas forcément de lien entre elles se réunir, travailler pour aller vers des solutions collectives. Donc, quand même, une très grosse valeur ajoutée de la Smart City, c'est de dire on monte d'un cran.
et collectivement, les acteurs, en gros, acceptent le jeu de se réunir non pas dans leur propre intérêt, mais dans un intérêt général qui est orienté autour d'un enjeu social et environnemental. Pour moi, les réussites de la Smart City Toulouse, c'est avant tout d'avoir posé le cadre d'une concertation publique-privée, d'avoir associé également un tissu de start-up, une nouvelle génération d'offres de solutions, et d'avoir posé le cadre d'une méthode de travail assez agile pour apporter des solutions concrètes. Pour moi, les réussites de la Smart City de Toulouse, c'est vraiment cette démarche autour de la concertation citoyenne pour intégrer les citoyens et tous les acteurs toulousains dans la stratégie de la ville, et donc vraiment de garder en fait cette presque hygiène de concerter systématiquement. Je prends l'exemple de la cartoucherie par exemple. À chaque fois qu'on a des projets à Toulouse maintenant, on va mixer les usages, les publics, l'alimentaire, le culturel, etc. Et pour moi, c'est vraiment l'incarnation de la Smart City. Forcément, dès qu'il y a l'alimentaire, le mine est consulté sur des projets urbains. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans la Smart City toulousaine. Un autre succès majeur et de taille, c'est l'organisation d'événements. Je pense à l'événement de Smart City qui est organisé chaque année à Place du Capitole, salle des Illustres, ou encore au Forum Futurapolis qui attire chaque année, à chaque nouvelle édition, de plus en plus de personnes. Alors la réussite de Smart City Toulouse, le point le plus fort, le plus clair, c'est le lieu et le moment de rassemblement où effectivement on parle de tout ça et on s'en préoccupe. C'est déjà, rien que ça, c'est déjà une vraie victoire puisque tout le monde le connaît, tout le monde sait où ça se passe. Les forums Smart City qui étaient présents laissaient la part belle aux citoyens, c'était des participations ouvertes avec une vraie fréquentation, et cette association du prix des appels à projets citoyens, ça m'a semblé une vraie forme de réussite. Parmi les réussites de la démarche Smart City Toulouse, c'est ce qu'on appelle le laboratoire des usages, qui est une modalité du renouvellement des formes de la démocratie locale, en quelque sorte. De tester des applications, de tester des services, en passant par la participation des habitants, permet de les impliquer dans la production des politiques publiques. Toulouse est une ville qui a un laboratoire des usages. C'est une démarche que j'ai toujours saluée, parce que je pense que c'est au travers des usages qu'on rend inclusif la ville. Parce que c'est comme ça qu'on pourra sortir des modèles économiques productivistes, des rentabilités à tout prix, et qui laissent de côté l'appropriation de la ville pour une meilleure qualité de vie. Le laboratoire des usages, c'était une découverte. C'est au centre d'un dispositif où tout le monde a sa place et où on fait émerger le meilleur de chacun. Et finalement, on peut aller au-delà des objectifs. Pour moi, dans le domaine dans lequel je suis, et en plus en qualité de fonctionnaire, ce travail en transversalité, c'est vraiment important et c'est vraiment une réussite. Je vais plutôt parler de ce que je connais, notamment du laboratoire des usages. Je trouve que sur ces dernières années, on est arrivé justement à apporter une vision intéressante, c'est-à-dire de faire travailler et d'acculturer les services techniques à des visions d'innovation ouverte et de co-conception avec les usagers, de changer de paradigme. On est des agents et on a une responsabilité que d'associer les citoyens dans la co-construction de ces politiques publiques pour qu'elles soient pertinentes et qu'elles répondent réellement à des besoins. Alors les réussites de la Smart City Toulouse, pour moi, c'est d'avoir pu donner accès à des porteurs de projets, à des espaces d'expérimentation. D'abord l'accès à l'espace public, mais aussi la facilitation, l'accès à des services de la métropole, et donc finalement d'accélérer des processus qui pourraient être très longs s'il n'y avait pas ces phases d'expérimentation de la Smart City. Et puis d'allier la puissance d'une collectivité à l'imagination des entrepreneurs. Alors, il y a une réussite de la Smart City Toulouse qu'on a vécue avec Atom de près, c'est le label French Tech. Ça a fait naître tout un écosystème et ça l'a développé fortement. On a grandi un peu comme avec un grand frère à nos côtés. On a pu travailler avec les services de la métropole, on a pu travailler avec les élus sur des questions de développement, sur des questions de recherche, sur des questions de collaboration. Pour moi, la démarche de la Smart City de Toulouse a été vertueuse parce qu'elle s'est mise à l'écoute. On peut parler du parking intelligent, on peut parler des lampadaires intelligents, etc. Tous ces phénomènes qui ont été construits, fabriqués, mais aussi développés grâce à des PME toulousaines. C'est ça la vertu, à mon avis, de la Smart City toulousaine, c'est cette capacité non seulement à penser des meilleures solutions technologiques, mais aussi avec des entreprises toulousaines au service des habitants de Toulouse.
Je pense qu'une des réussites de la Smart City Toulouse, c'est l'énorme travail sur les mobilités urbaines. Et par rapport à la période Covid qu'on vient de vivre, maintenant et le tram, des quartiers qui ont été redessinés, les vélos, les trottinettes, tout ça, vont pouvoir vraiment être utilisés et le design de la ville a évolué dans ce sens. Je vis à Toulouse, je vais partout en vélo. J'ai remarqué un vrai effort de la ville pour mettre des pistes cyclables. Je me réjouis de ça. Tout le système de transport public marche mieux et on voit les résultats, quoi. Une ville plus piétonne avec plus de transport écolo, moins bruyant. Et l'un des succès que je vois sur ce sujet-là de la mobilité, avec notamment le projet Commute, où en fait plusieurs entreprises de la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac ont mutualisé leurs différents plans de déplacement pour essayer d'agir de manière collective sur les transports. Une des réussites que je vois, c'est celle qui consiste à produire de l'hydroélectricité. Elle couvre ou elle produit les besoins de l'éclairage public de la ville. La ville pourrait être, pourquoi pas, à énergie positive. Et moi, ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est la ferme solaire de l'Oncopole. Là, on va dans le bon sens. Et moi, en tout cas, ça fait partie de mes valeurs et ce que je souhaite pour ma ville de demain. Un autre projet qui, pour moi, est très important dans le cadre de la démarche écocité, donc c'est le système d'éclairage public intelligent. Et là, un chantier relatif à l'utilisation du standard international ISO 37101, un standard ville durable, intelligente et résiliente. Toulouse Métropole a choisi d'utiliser la norme autour de sa stratégie Smart City. Les réussites des Smart City aujourd'hui, on s'en aperçoit en ce moment chaque minute, c'est celles qui ont su préserver un réseau de services publics, que la Smart City est attentive à ce qui relevait du bien commun, la capacité à ce bien commun de pouvoir fonctionner correctement. Aujourd'hui, on doit modifier nos habitudes de vie du fait de la pandémie, mais le fait est qu'on a toujours de l'eau, on a de l'électricité, on a accès à tous les services, etc., etc. Ça n'est pas le cas dans tous les pays et ça n'est pas le cas dans toutes les villes. Selon moi, ce qui est important à changer dans la Smart City, ça serait le fait d'être plus clair sur l'objectif, en fait. C'est trop flou encore entre les objectifs de fond autour de la résilience, le développement équilibré en ville, le bien-être pour les habitants, et d'un autre côté, tout ce qui tourne autour de la technologie qui n'est pas censé être mis en avant, mais qui dans les faits l'est effectivement. Je pense que ce qu'il y a à améliorer, c'est de la communication, véritablement. Ne pas s'en tenir au concept, donner immédiatement des exemples très concrets de réalisation qui permettent immédiatement de répondre spontanément. Voilà, Smart City pour moi c'est ceci, ceci et cela. Et le fait que ça ne soit pas évident est un problème. I don't like the Smart City concept because it's so about technology. We don't really have a Smart City strategy. I think what we have seen is they don't have so much content. I think we are doing very much labeled Smart City without having a systematic view on that. I think that's what we're trying to do, to make a product that go beyond all the sectors that can go in the same direction. Alors ce qu'il faut changer de mon point de vue dans la stratégie, c'est que la Smart City, de mon point de vue, ne doit pas être une stratégie. Le but, c'est la vision politique, c'est la vision sociale, c'est quelques valeurs fondamentales, par exemple la solidarité, la coopération. Ensuite, on prend tous les axes d'un projet et on se demande dans quelle mesure ces projets sont des moyens pour atteindre ces valeurs. En quoi ça permet de faire humain, en quoi ça permet de faire société. La Smart City, c'est un moyen au service de ces valeurs fondamentales. L'enjeu fondamental pour la Smart City, c'est de sortir la Smart City de l'aspect numérique. La technologie, elle est au service de ses utilisateurs, de ses usagers. Donc la principale victoire, c'est lorsqu'on retirera la Smart City de la délégation numérique pour la faire passer sur l'action principale du dirigeant. So the Smart City approach is kind of maybe more like a process and methods, kind of incorporated into the grand strategy and the different policies for the different sectors. La démarche Smart City gagnerait aussi à se libérer du mot Smart City, qui l'enferme un peu trop dans un aspect tech. Moi, je pense qu'au fond, des solutions robustes sont plutôt low-tech. Revenons à des choses assez simples, économes en ressources, économes en énergie.
c'est le sujet de la sobriété numérique. Tout ne peut pas passer par le digital. On a besoin de contact, on a besoin d'interaction, de lien social. Et donc, dans la Smart City de demain, il faut prendre en compte aussi cette dimension-là. Parfois, dans certaines situations, la technologie n'est pas la meilleure solution. C'est d'abord la réponse aux besoins des citoyens qui doit primer ça. La Smart City, c'est une affaire de CSP+ technophile. Moi, j'ai été frappé dans les temps récents quand on a vu des images de drones qui nous crient après dessus en disant vous respectez pas les distances. Ça, c'est un écueil de technophilie ou d'un aspect techno-smart qui peut être complètement répulsif. Je pense qu'on voudrait avoir plus de déconnexion alors que là, on va être obligé d'être constamment connecté. Est-ce que les citoyens veulent de cette Smart City? Quel est leur niveau d'acceptabilité? Jusqu'à quel niveau veulent-ils partager leurs données pour que la réalisation de la Smart City se fasse? Et je vois vraiment un parallèle entre la Smart City et l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui fait peur. Et c'est comme tout en fait. Si on explique comment ça marche, les gens ne deviendront pas des experts en intelligence artificielle ou en Smart City, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils soient capables de comprendre, en fait, de prendre conscience du potentiel et des limites de la Smart City et peut-être être plus acteurs. Et donc, je crois que s'il y a un enjeu à ne pas oublier et peut-être à mettre au premier plan, c'est vraiment expliquer à tout un chacun ce que l'on va faire de ces données, quelles sont ces données, et ne pas faire comme on le fait trop souvent, cliquer sur accepter. Mais non, là, il faut bien qu'on ait, entre guillemets, un consentement éclairé des citoyens et qu'on leur explique véritablement en quoi tout ça peut aider à faire des villes plus vivables pour demain. L'enjeu fondamental, c'est l'engagement des participants. Et c'est leur bonne compréhension et leur bonne adhésion. Parce que une Smart City, dans beaucoup de cas, c'est vu comme un gadget. On se rend compte que si on commence à raisonner en service, dans ces cas-là, il y a une énorme acceptation et ça va établir un cercle vertueux où il y aura plus d'applications, plus de cas d'usage qui viendront amener des solutions réelles et pertinentes. Pour moi, ce qu'il faut changer, c'est l'approche de qu'est-ce que c'est que la donnée. Il y a des gros acteurs qui ont commencé à amasser des données, de plus en plus de données, et puis quand ils ont eu suffisamment de données, ils se sont rendus compte que ça avait de la valeur. On tombera assez rapidement dans les biais du marketing, où il faut créer le besoin. Et l'approche Smart City, pour moi, il faut retourner le truc. C'est reconnaître la valeur des usages, puis créer les outils qui les exploitent de telle manière que ça sert à une politique publique. Donc c'est justement la différence entre un usager et un client. On sait que la data aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique important. Là où Toulouse doit se placer de manière intelligente, c'est justement savoir utiliser cette donnée autour de valeurs. La collaboration, la solidarité, l'excellence, l'innovation, l'éco-responsabilité et l'éthique. Et ces valeurs-là, alliées à la data, feront l'enjeu de la Smart City de demain. On a suffisamment de données accumulées pour passer maintenant à des projets concrets. Alors évidemment, ces projets, ils seront pas parfaits parce que les technologies évoluent, etc. Mais pour autant, c'est nécessaire de se lancer pour que le citoyen, en fait, s'accapare réellement ce qu'est la transformation de la ville. Je crois que la vraie dimension ensuite qui permettra à la Smart City de transformer l'essai, ça sera le passage à une phase de concrétisation et peut-être aussi à une phase de vulgarisation. Finalement, le champ d'activité est tellement vaste qu'il est nécessaire ensuite quand même de se poser pour structurer un peu à la fois la réflexion, le plan d'action, comment on peut mettre en œuvre. Et il faut nous donner des espaces d'expérimentation qui sont des collaborations entre tous les acteurs du système et qui sont à l'extérieur de tous les règlements et fonctionnements qui nous figent d'être dans imaginer d'autres possibles. Donc, se doter de ça. Alors dans la stratégie Smart City de Toulouse, de mon point de vue, il faut aller un peu plus loin que l'époque, parce qu'effectivement on a fait beaucoup de démonstrations d'époque, des proof of concept, pour tester certaines choses qui paraissaient intéressantes. Mais à ma connaissance, on n'a pas vraiment été dans la mise en œuvre à grande échelle de ces solutions. L'expérimentation en soi n'est pas une finalité, et expérimenter des solutions à petite échelle, d'une manière structurée, doit permettre de sélectionner les solutions les plus pertinentes et de les déployer à grande échelle pour qu'elles bénéficient au plus grand nombre et qu'elles
mettent en valeur leur potentiel sur l'ensemble du territoire. Alors l'enjeu fondamental pour la Smart City Toulouse, ça serait de mettre en place un observatoire de la ville, de ses dynamiques, pour essayer de comprendre quand on va agir local, quelle va être la répercussion au niveau global. Cet observatoire, bien sûr, doit prendre en compte les habitants doivent participer. Je pense que ce qui faciliterait l'acceptabilité, c'est d'essayer de montrer un petit peu quels sont tous ces services qui vont être mis à notre disposition, le visionner, le simuler et peut-être recueillir l'avis des citoyens là-dessus. Le point le plus important, de loin, c'est la capacité à développer ce qu'on appelle un jumeau numérique de la ville. C'est une plateforme en ligne dans laquelle Toulouse va reproduire le plus réalistement possible la ville, ce qui va permettre de servir de référentiel, simuler un futur possible d'une ville sur une question donnée de manière très concrète et opérationnelle. L'étape à ne pas louper pour faire une Smart City, c'est vraiment une ville qui utilise un label global sur la ville durable et innovante et qui permet de traiter de cette question de la Smart City de manière coordonnée, transversale et non silotée. Une des manières, c'est de s'appuyer sur un outil de pilotage qui soit partagé, qui permette d'évaluer chacune des démarches qui sont mises en œuvre et qui permette de faire une sorte de reporting auprès de l'ensemble de la métropole et de ses citoyens. Alors pour moi, l'enjeu fondamental de la Smart City Toulouse, c'est la co-construction. Puisque le citoyen qui habite dans la ville de Toulouse, quand on parle d'embellir sa ville, c'est peut-être bien à lui qu'on va devoir demander comment est-ce qu'il la voit demain. C'est le fait vraiment d'associer tous les acteurs. La première des choses qu'il faudrait changer, c'est l'interopérabilité entre l'ensemble des systèmes. Parce qu'on va dire que ça va être ça, la difficulté. Quelles normes s'imposent pour que je puisse aussi bien désormais connecter une lampe intelligente avec la circulation, la gestion des rues. C'est ça la principale chose à changer. C'est peut-être la plus dure, j'en conviens. C'est celle qui fera qu'on passera à l'étape d'après. Le digital, c'est de l'horizontalité. C'est casser des silos verticaux. Donc dès qu'on contextualise à une chose, la propreté, la mobilité, on silote. Et on perd la vision holistique, on perd une vision globale que doit amener la Smart City dans son ensemble. Toujours pour l'acceptation, pour que les personnes puissent se projeter dans cet écosystème-là. C'est la capacité à horizontaliser un certain nombre de rapports. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une intelligence collective qui se crée avec tous les contributeurs. Plutôt un rôle de concentrateur, d'opérateur de consensus, de mise en commun de normes, etc. C'est pour moi d'abord ça, le rôle qu'on attend d'une ville, d'une métropole, pour fédérer un certain nombre d'informations. Je pense qu'il faut renforcer l'implication des salariés des entreprises. C'est notre rôle de mise en relation et d'échange. Renforcer l'adhésion et la participation et ainsi l'implication des entreprises régionales. C'est renforcer le lien entre les grandes entreprises et les porteurs de projets d'innovation sociale. Il me semble qu'on est aux prémices et ça peut être accéléré pour justement faciliter l'accélération d'innovation. Et donc pour faire un contrat de développement avec nous ensemble, mobiliser les entreprises, mobiliser les startups, mobiliser les citoyens pour trouver des solutions. On a la chance d'avoir à Toulouse les plus grands, les leaders mondiaux. C'est à votre disposition. Ça serait un crime, une faute de pas nous mobiliser, nous demander encore plus. Quand Seattle se développe avec Microsoft ou Amazon, ça surprend personne. L'enjeu, il est d'un smart deal. Il est d'un deal entre les citoyens envers leur ville, les citoyens envers leurs élus, les citoyens entre eux. On n'est pas consommateur de sa ville, on est acteur de sa ville. Si on veut changer rapidement, si on veut avoir des innovations de rupture, on va aller sur un nouveau territoire, on va imaginer des choses et on va faire des erreurs, on va corriger des choses ensemble, mais avec bienveillance. Voilà. C'est comment, justement, on mobilise véritablement notre intelligence. Et notre intelligence, d'abord, elle va venir du fait que l'on coopère avec des gens qui sont différents de nous et qui ont des visions différentes d'une autre. L'être humain, pour moi, sa caractéristique première, c'est la coopération au nom d'histoires communes que l'on se raconte. Si le Smart City abandonne ce mécanisme fondamental de l'intelligence humaine, eh bien, elle ne peut pas s'appeler Smart. Et je pense notamment à la différence qu'il peut y avoir entre un projet comme le projet de Fab City, par exemple, et le projet de Smart City. Donc la Fab City, par exemple, aujourd'hui, peut tout à fait envisager qu'il y ait plus de 10 000 nœuds sur la planète, reliés de manière interopérable, sur de l'open science, avec des choses extrêmement concrètes en termes de plans d'objets réplicables. Ce modèle-là n'est pas celui de la Smart City, qui reste sur des noyaux beaucoup plus métropolitains, centralisés, avec de gros acteurs. Aujourd'hui, en fait, la rencontre des deux est un enjeu critique.
Pour moi, il faut horizontaliser les rapports, c'est-à-dire que l'État, la région, le département, la commune, l'interco doivent contribuer à un projet commun et non pas décider l'un pour l'autre. The sectors, we are working so much down in the sectors. That's what we try to do with the Smart City project, to lift it up and to put it on the top so everyone can have the same direction. That's where the potential actually are. To trust people and give them incentives to do so. C'est la mobilisation citoyenne des entreprises qui doit continuer. Pour moi, c'est ça le moteur. Toulouse a les atouts pour devenir une des 3-4 métropoles européennes qui comptent. Donc, il y a tous les ingrédients. La question, c'est comment on met les ingrédients ensemble. Si la Smart City peut aider à cela, elle participera à cette richesse. Aujourd'hui, Toulouse doit régler ses problèmes de circulation. Comment on fait tous ensemble? Il n'est pas possible que cette ville meure de thrombose. Si on ne résolvait que cela, on changerait la ville. Bien, on est face à la grande transition, c'est-à-dire la transition socio-écologique, rien de moins. Hein? Il faut le regarder en face et donc il faut être très osé dans ce qu'on fait, puis de fonctionner entre les acteurs qui sont différents, entre les scientifiques, entre la société civile, entre le milieu privé, puis les institutions publiques. Et pour le faire l'ensemble, il faut se donner des façons où on peut travailler en équivalence de manière démocratique et participative, donc avec un renouvellement de nos façons de collaborer. Pour moi, l'avenir écologique, durable, environnemental de la ville, c'est quelque chose de primordial. Moi, j'ai pas envie de laisser un monde pire que dans celui dans lequel je suis né. Donc peut-être que c'est l'occasion de vraiment prendre conscience de ça et d'utiliser les données à bon escient, mais les données, ça sera qu'un outil à notre disposition qui nous permettront peut-être de vivre dans un monde meilleur demain. The battlefields are going to be ecological sustainability, very related with air pollution, very related with mobility, everything related to climate change and the quality of environment. Other things, very interesting, but the key is that the city doesn't kill us. Je suis fondamentalement convaincu que le méta-récit qui peut rassembler, aujourd'hui, il peut se faire autour de l'écologie. Une écologie au sens large, c'est-à-dire pas seulement lutter contre les mécanismes de la pollution, du réchauffement climatique, mais une écologie inclusive, une écologie sociale et solidaire. Une meilleure ville, une smart city, oui, mais avec une conscience de l'humain, de l'écologie. Et pour ça, ça signifie mettre les technologies au service de l'éthique. C'est déjà s'interroger, peut-être des problèmes un peu plus autour de l'éducation, autour de la santé, avoir un environnement qui soit le moins pollué possible, mais aussi autour de l'égalité. Ce qui est important, c'est l'humain. Pour moi, un des thèmes importants pour toutes les grandes villes dans les années à venir, ça sera la résilience, le fait d'améliorer la capacité des villes à résister au changement climatique et aux différentes crises à venir. Et je pense que ça, la Smart City, ça pourrait être un outil formidable dans ce sens-là, et il faudrait vraiment que ça soit affirmé de manière forte. Le vrai enjeu, c'est vraiment que c'est sans doute à faire une ville plus agréable, pour parler de termes encore très à la mode, plus résiliente, et puis on a vu quand même dans les temps récents un sujet aussi de capacité à mieux prendre soin de ses citoyens peut-être. Un des prochains risques majeurs, c'est peut-être une cyberattaque qui pourrait nous mettre beaucoup plus à mal que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a une grosse panne d'électricité, on n'aura plus d'eau. Tout est automatisé, mais tout est relié au même système qui n'est pas suffisamment sécure à mon sens. Voilà. Donc l'enjeu fondamental, c'est de garder la sécurité du service public. Avoir SAMU et des pompiers, ça a autant d'importance que de disposer d'un réseau d'électricité très solide. On pourrait rajouter à ça l'alimentation, d'assurer l'autonomie alimentaire, d'assurer l'accès aux soins essentiels. Ça, c'est vraiment le rôle du public que d'assurer, je dirais, cet écosystème qui, lui, permet le déploiement du reste. Comme la région souhaite être la première région énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus qu'elle ne consomme, il faut que la ville de Toulouse suive ce courant-là et finalement intègre beaucoup plus d'ENR, d'énergie renouvelable, le fasse d'abord sur les bâtiments publics. Et puis, évidemment, c'est la résilience. La résilience de l'écosystème dans sa globalité, pas uniquement de la résilience de la ville, comme on peut l'entendre, anthropocentrée, mais au contraire, une ville qui s'inscrit sur son territoire et qui devient un territoire résilient. Comment la Smart City se réinscrit avec sa biodive
Et c'est vraiment de la valoriser, de la protéger, de la régénérer, notamment peut-être par la mise en place de services écosystémiques. Une ville ouverte, c'est aussi une ville qui est capable d'accueillir l'altérité, qui est capable d'accueillir la biodiversité. Et là encore, on peut utiliser la technologie pour ça. On peut utiliser l'analyse sur image satellite pour pouvoir surveiller les corridors verts. Voilà, cohabiter avec son environnement et faire une ville pour tous, c'est quelque chose qui me semble très important. L'enjeu pour la ville de Toulouse, c'est de réussir à s'adapter au réchauffement climatique. Il y aura des canicules de plus en plus fréquentes dans l'avenir. Il faut que Toulouse soit à la pointe sur cette amélioration des diminutions des gaz à effet de serre. Faire évoluer l'urbanisme, requalifier les villes, les quartiers qui sont en rénovation, en reconstruction, de façon à prendre en compte ces aspects microclimatiques. Placer au cœur de toutes nos priorités l'urgence climatique. Si on ne change pas de paradigme maintenant, et si les territoires, les villes, les métropoles ne le font pas, on va dans le mur. Le faire avec les citoyens. Si on n'embarque pas tout le monde et si on ne laisse pas une place à chacun dans ce processus-là, déjà que je ne sais pas trop où on va, je ne sais pas trop où on va encore plus. Donc aujourd'hui, cette démarche d'une ville inclusive, je la concrétise par rapport à ce que j'appelle donc la ville des proximités, de la ville des quarts d'heure. Quand le citoyen est au cœur et qu'on reconstruit son environnement pour qu'à moins d'un quart d'heure, en mobilité active, donc en vélo ou à pied, il retrouve un équilibre de ces fonctions sociales, là on est en train de parler des villes qui écologiquement ont une faible empreinte carbone, des villes qui économiquement aura développé de nouveaux services de proximité, donc des usages qui vont revitaliser la vie de proximité, et on va retrouver une inclusion sociale qui permet de donner une chance à chacun de nous tous. Le problème numéro 1 qui se pose à nos villes aujourd'hui est un problème, à mon sens, d'engorgement, un problème de qualité de l'air, un problème de qualité de vie, la montée en puissance de la population locale qui risque de remettre en question un art de vivre. Les métropoles de province pouvaient se prévaloir par rapport à la région parisienne, une certaine qualité de vie. Si on n'y prend pas garde, on construira un petit enfer. Qu'est-ce qu'il faut changer ou améliorer en priorité pour la Smart City de Toulouse, que le véhicule de choix pour les Toulousains devienne soit le vélo, soit un transport en commun sécurisé pour la santé. Une manière de se sentir en sécurité, c'est être sur son propre véhicule, mais pas un véhicule qui pollue, pas une grosse bagnole, mais plutôt un vélo. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est à changer le comportement des usagers de la voiture pour réduire bien sûr le trafic. Donc aller vers du télétravail, aller vers du covoiturage, mais savoir vraiment qu'est-ce qui va déclencher ce changement de comportement. Parce qu'on ne laissera la voiture que si on trouve le même service, c'est-à-dire je peux aller où je veux, quand je veux. Alors s'il devait y avoir à mon sens un enjeu fondamental, ce serait que l'intérêt collectif dépasse les intérêts individuels. On le voit en termes de mobilité, prenons un exemple tout simple, quand on décide de créer des voies de vélo, eh bien forcément on va empiéter sur la route. Donc ça veut dire que c'est aux dépens des véhicules. Donc il va falloir à chaque fois faire des choix difficiles pour les intérêts individuels, mais ce sera au bénéfice du collectif. Pour améliorer la Smart City, c'est peut-être de travailler davantage sur tout ce qui concerne la circulation, voir comment on pourrait optimiser sans peut-être aller rechercher des investissements faramineux. Il y a certainement des choses à faire pour inciter les gens à davantage covoiturer. Le sujet sur lequel il faut renforcer le trait, c'est indéniablement tout ce qui est lié à la mobilité et aux nouvelles formes de mobilité. Il y a bien sûr les transports en commun, mais il y a aussi toutes les nouvelles formes de mobilité autour de ce qu'on appelle les modes actifs, la marche à pied, le vélo, les trottinettes, enfin tous ces nouveaux modes de déplacement dans une logique de proximité. C'est ça qui est important. Organiser la Smart City autour d'une réponse des besoins du citoyen dans la proximité. Donc, aller vers la ville multicentrique et la construction de la ville des proximités, vers la ville maillée, vers la ville multipolaire, vers la ville dans laquelle, très près de chez soi, on retrouve l'essentiel des services. Et la ville des proximités nous amène à nous questionner sur le rythme de la ville, sur la manière comment on gère nos ressources, comment on optimise nos ressources, comment on fait qu'un lieu ait plusieurs usages et que chaque usage soit d'autres domaines des possibles. Donc, je pense qu'on a besoin de cette polyvalence fonctionnelle. On a besoin de rompre avec des visions ingénieristes
pour une ville beaucoup plus apaisée. Il y a beaucoup de villes qui ont encore cette façon-là de fonctionner, essentiellement centrée dans l'hypercentre et qui n'amènent pas autant que ça la vie dans les différents quartiers, dans les différentes centralités, y compris périphériques. Et je pense que là-dessus, il y a encore des marges de manœuvre pour évoluer, pour faire en sorte que ce soit une ville beaucoup plus polycentrique au sens interactionnel. C'est pas uniquement au sens des fonctions classiques. Il y a matière à peut-être rediscuter un certain nombre de choses entre la métropole et les communes, par exemple dans la répartition des services. Est-ce que la métropole toulousaine doit s'arrêter ou est-ce que la Smart City doit se caler sur les frontières de la métropole? Non. Il est possible aussi qu'on ait besoin de penser à des laboratoires d'usage qui seraient centrés sur un quartier et qui répondraient à des problématiques de quartier, de vie de proximité, etc. Parce que ça permet d'impliquer les acteurs de la proximité. L'enjeu fondamental pour l'avenir de la Smart City Toulouse, c'est favoriser l'économie locale. L'économie de proximité, c'est pas la petite économie, c'est une économie en fait qui amène de l'emploi, qui permet de réduire les coûts de transport, qui permet de valoriser les compétences locales. Et à Toulouse, on a beaucoup de potentiel. Donc clairement, c'est une économie intelligente. Et je crois que c'est la définition de la Smart City. Aujourd'hui, les habitants, ils habitent à un endroit, ils consomment à un autre, ils travaillent encore à un autre. Il doit y avoir une perméabilité. Et donc pour ça, il faut que le territoire s'ouvre à tous les usages pour tous les citoyens. L'enjeu fondamental de la Smart City, c'est la capacité à aller hors les murs, sortir de la ville et donner leur chance à tous les territoires, mais de dire que chaque partie du territoire a des choses à apporter à l'autre et chacune n'a pas qu'un rôle prédéfini. Mais au cœur de la Smart City, il y a un sujet qui peut rapprocher utilement les citoyens de la collectivité. C'est l'alimentation, la consommation locale, l'agriculture urbaine, pour pouvoir mettre des paysages comestibles dans les cités, dans les quartiers. Mettre vraiment dans la boucle les territoires ruraux. On a vu avec la crise du Covid-19 qu'on était extrêmement dépendants. Il est grand temps que les villes prennent part à cette autonomie alimentaire et puissent intégrer les acteurs pour réfléchir ensemble à comment rendre la ville autonome. C'est d'essayer de rationaliser un peu toute cette logistique alimentaire, de fluidifier la mobilité liée à la distribution alimentaire dans la ville. La couche supplémentaire que j'ajouterais à ça, c'est à travers le numérique, c'est de pouvoir rapprocher le produit du consommateur à travers peut-être des plateformes de mise en relation directe. Donc pour moi, ce qu'il faut améliorer, c'est l'accompagnement à la digitalisation des commerçants et des producteurs vers le consommateur toulousain sans casser le lien physique, je pense forcément à l'alimentaire, maintenir toujours un lien social entre les gens. Parce que c'est la condition sine qua non pour qu'on n'arrive pas à une alimentation trop homogène de la part de gros consortiums. Pour que demain, la consommation soit toujours très diverse, très qualitative, très variée. À partir du moment où on a le service de base, or nous l'avons aujourd'hui avec l'accessibilité au web à peu près partout, en fin de compte, on se rend compte qu'on a aussi besoin du service de proximité. Là, toutes les villes, on a vu les commerçants, par exemple, déployer des livraisons à proximité, des citoyens, grâce au web, échanger entre voisins. Donc, on a vu des alliances qu'on ne soupçonnait pas, qui permettent, je dirais, d'utiliser la Smart City au profit de la ville du quart d'heure. Et la deuxième chose qu'il faudrait améliorer ou créer, c'est la notion de bien commun. Arriver à travailler sur des ressources ensemble, par exemple la gestion de l'eau, ça demande la participation des habitants, ça crée de la solidarité et la municipalité ou la collectivité peut mettre à profit pour ses actions des terrains, des lieux où les gens peuvent se retrouver pour travailler autour d'une ressource. L'enjeu fondamental de ces Smart City, c'est de garantir la qualité de biens communs des services et des données et d'assurer leur sécurité au bénéfice de la santé des habitants et plus largement de notre écosystème terrestre. La Smart City, ça va plus être seulement l'enjeu de l'acheminement de l'énergie, de l'écoquartier, etc. Ça va devenir tout l'enjeu en fait de la redistribution, également de l'emploi des formes solidaires, des paniers solidaires. Et quelque part, la Smart City va être challengée par un enjeu de résilience locale. Les communs sont un des seuls outils qui permet de relier le global et le local. Donc il faut miser sur des lieux, il faut miser sur des outils. On co-construit beaucoup mieux dans un écosystème de communs parce qu'il y a une forme de transparence et d'itération possible de tous les livrables. Vu ce qu'on vient de vivre avec le Covid, c'est vraiment de revenir à la notion de village, avec ces échanges. Mais ce qui compte au final, c'est les logiques d'inclusion. Ça aurait été vraiment de renouer le lien
entre les habitants de quartier par quartier, pour pas avoir une Smart City réservée qu'à une population, mais d'avancer de manière cohérente sur l'ensemble. Il s'agit de fabriquer des mètres carrés interactionnels, des mètres carrés de bonheur, que ce soit dans le bâti, que ce soit dans l'espace public. Pour moi, ça, c'est aussi la question de cette ville accueillante pour tous les humains, sans exception, ceux qui habitent, ceux qui transitent. Et il y a vraiment des villes qui font ça de façon extrêmement forte. Je pense notamment à Bilbao, où pour chaque nouvelle opération urbaine, il y a une règle d'urbanisme qui implique que vous allez créer au moins 50% d'espace public. Et dans cet espace public, vous allez vraiment faciliter les interactions. Il faut aussi que derrière, il y ait un projet idéaliste dans lequel on puisse tous s'inscrire. Et je pense qu'autour de la culture toulousaine, tout ce qui va être engagement social, sociétal, environnemental sera beaucoup plus important que d'essayer de faire des trucs techno. Moi, j'adorais qu'on soit plus mélangés, par exemple. Tous les dispositifs qui aideront à ça, moi, je pense, pacifieront la ville. L'enjeu fondamental, c'est celui de la cohésion sociale. C'est de ne pas faire une ville à deux vitesses. Une ville dans laquelle les gens profiteraient de services, entre guillemets, premium, seraient hyper connectés, auraient accès à l'information, auraient accès à des services publics qui seraient réservés à ceux qui sont connectés. Et à l'inverse, toute une autre partie de la population qui non seulement n'aurait pas accès à ces services, et d'autre part, parce que les investissements de la ville seraient concentrés sur ces dimensions-là, ne verraient même pas leurs besoins fondamentaux respectés, assouvis. L'enjeu de la lutte contre les inégalités, les métropoles d'ores et déjà sont des lieux qui accueillent à la fois les plus riches et les plus pauvres. La ville sera durable si effectivement on donne la possibilité à chacun d'y vivre bien, c'est-à-dire avoir des conditions de logement non seulement dignes, décentes, mais confortables. La vie à la ville, c'est magnifique. La vie à Toulouse, c'est magnifique. Il faut que notre ville soit attractive à tous les segments de la société et qu'elle puisse vivre ensemble en harmonie. Donc, on veut que tout le monde soit engagé dans notre ville. Encore une fois, les méthodes numériques peuvent nous aider là pour le design de la cité avec des logements mixtes et des choses comme ça. Mais il ne faut pas qu'on loupe cette opportunité. La crise sanitaire, encore une fois, que nous traversons, fait s'interroger sur la structure même du logement, son rapport avec l'extérieur, les espaces extérieurs qui sont combinés à la cellule du logement. Comment on distribue dans un logement les différents espaces ? Comment, par exemple, on réussit à travailler, vivre en famille dans son logement ? On doit pouvoir apporter une solution à l'ensemble des publics, des catégories de population. Il faut donc une offre de logement qui soit aussi adaptée. Parce que je crois que le logement de demain, s'il est effectivement éminemment résilient, il pourra accompagner finalement les populations beaucoup mieux. Et la crise que nous vivons aujourd'hui en est, je pense, une des illustrations les plus fortes. La Smart City, ce n'est pas qu'au service des entreprises ou des collectivités. Ne construisons pas non plus un modèle au détriment des plus précaires, des plus modestes. Ce qu'il faut changer, améliorer pour la Smart City Toulouse, c'est la rendre encore plus à la portée de tous. Le risque des Smart City, et c'est la fracture. Vous avez les gens qui sont du bon côté de cette Smart City, qui vont s'adapter à elle, qui vont en tirer des bénéfices. Puis vous avez des gens qui sont de plus en plus décrochés, de plus en plus loin. Le risque, c'est d'un côté d'œuvrer vers une ville qui est apaisée, qui est au service de tous, qui facilite, à une ville qui va vers des risques insurrectionnels de gens qui n'y sont pas. L'inclusion de tous et de toutes est fondamentale parce que chacun doit contribuer, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour faire Toulouse, encore une fois, une ville où il fait bon vivre demain. Également aussi intégrer dans cette démarche de faciliter en tout cas l'insertion des travailleurs handicapés. Toulouse doit passer ce pas-là, il l'a déjà fait, on doit renforcer à ce niveau-là pour permettre à Toulouse de briller sur la scène internationale. Si on implique les citoyens dans des démarches, il faut leur donner de la visibilité, de la transparence sur les démarches. Et où se jouent les zones de décision. Et donc derrière, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de dire aux citoyens, ou quand on ne le sait pas, de dire qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, de pouvoir l'afficher clairement quand on lance des processus démocratiques. Une ville ouverte, c'est simplement une ville qui n'exclut pas. À chaque fois qu'on fait l'effort pour ouvrir et pour partager, que ce soit des données ou au travers simplement de l'association des citoyens, on aboutit généralement à des projets plus partagés dans leur définition et plus acceptés et
plus au point, plus adaptée pour la vie de demain. Je pense que dans les enjeux démocratiques, on est tenu de répondre à l'appétence des citoyens pour être partie prenante à la fabrique de la ville. La démocratie participative, elle n'est pas reconnue, elle n'a pas la légitimité qu'elle peut avoir dans d'autres pays. Toulouse, par rapport à ce qui se passe dans d'autres métropoles, a peut-être un petit temps de retard quand même. Il faut utiliser certainement la ville intelligente, au travers notamment de son appareillage numérique, pour faire participer les citoyens à la construction de ces politiques. Des budgets participatifs, des outils de votation, d'initiatives citoyennes, des outils d'interpellation des exécutifs, des outils de dialogue. Il faut sans doute aller plus loin pour que réellement chacun soit en capacité de faire valoir sa sensibilité, son expertise, son talent au service de la construction du bien commun. Qu'est-ce qu'il faut changer ou améliorer dans la stratégie Smart City ? Je dirais que la première version qu'on a connue, c'était une promesse, quelque chose de nouveau. Une direction, une façon de faire, une méthodologie. À présent, je pense qu'on attend tous en tant qu'acteurs, et puis en tant que citoyens aussi, de libérer tout ça. Du coup, il y a un vrai changement de paradigme que doit avoir la métropole. Non plus initiateur, mais facilitateur. Je laisse les clés de la maison en faisant confiance, avec des grandes règles, pour que tous les acteurs puissent s'engager. À quoi ressemblera la ville de demain ? Je dirais que c'est une ville où on va retrouver beaucoup de bienveillance, d'humanité, d'amour. Ces trois mots-là, c'est en fait totalement antinomique sur une ville automatisée, une ville intelligente avec une intelligence artificielle, on va dire, une ville où on analyse la data. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est des sous-couches au service de l'écologie, au service des mobilités, au service des individus, et retrouver en fait ce lien. Et je fais le pari que le prochain mouvement après donc les Smart Cities, ça sera surtout le travail des individus, comment interconnecter les individus où qu'ils soient, dans les territoires les plus reculés, sans altérer la nature, l'environnement, l'équilibre des individus, l'équilibre des écosystèmes. La ville de demain serait une ville où chacun aurait sa place. Ce qui serait magnifique, c'est de pouvoir faire à la fois évoluer cette ville vers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, mais tout en gardant l'âme de Toulouse, avec des belles valeurs, la bienveillance, la solidarité, l'entraide. Ah, ça reste la ville rose. C'est tout bête, mais c'est ce qui fait l'essence de Toulouse et de tout le pays toulousain. C'est à la fois de la chaleur, c'est de la communication, c'est emblématique. Pour moi, la ville de demain, elle devrait être dans une forme de continuum entre l'intérieur de son lieu de vie et l'extérieur de son lieu de vie, en se disant qu'il n'y a pas de rupture ni de valeur, ni de sensation, ni d'émotion en fait. Et c'est cette sensation-là, à mon avis, qui serait pour moi l'idéal d'une ville réussie. Si Toulouse était une ville où on se dit c'est intéressant d'aller étudier à Toulouse, ce qui est certes le cas, mais parce qu'en plus on y apprend comment devenir des citoyens responsables et des citoyens qui vont porter le futur, chapeau quoi. Vous êtes dans les meilleures écoles, mais finalement ce qui est important, c'est que vous êtes responsable de ce que vous allez apporter dans votre entreprise, dans votre environnement, dans votre famille. Moi, ça c'est bien. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est que la plupart de la génération des 20-25 ans ne sont pas citoyens d'une ville. Ils sont, comme on dit, vous savez, on dit, il y a les anywheres et les somewheres. Les anywheres, ils sont jeunes, ils vont dans le monde entier, et les somewheres, ils sont attachés à un territoire. Donc que les gens qui ont les capacités de voyager dans le monde entier se disent, c'est là que je veux être, c'est là que je veux travailler, c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux créer mon foyer. C'est ça l'ambition pour moi d'une ville. La ville de demain, c'est la ville où mes enfants seront bien. C'est-à-dire qu'ils auront un prolongement de leur vie dans cette ville et qui s'y verront énormément. Et si je devais faire une analogie, ça serait l'analogie de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'au début, on va mettre du vital, entre guillemets. Et plus on monte dans la pyramide de Maslow, plus vraiment on va s'épanouir dans cette ville, être bien, être connecté, non pas qu'avec ses amis, mais également sa ville, son infrastructure. Donc à quoi ressemblera la ville de demain ? Quand je suis optimiste, ce sera un endroit où on voudra vivre, l'air sera bon à respirer, on aura des transports rapides et écologiques et on sera en sécurité sanitaire. Si on n'arrive pas à vraiment vaincre les grands enjeux, on risque de voir nos villes reprendre un caractère triste. Donc je ferai tout pour que la vision optimiste soit la bonne. Moi je dirais une ville douce, généreuse, accessible et économe.
C'est-à-dire qu'on doit réussir à gommer les externalités négatives, le bruit, la pollution de l'air, l'idée de la surfréquentation de tel ou tel espace. On doit réussir à optimiser cette gestion de la ville. Idéalement, pour moi, la ville de demain sera très verte, de l'agriculture urbaine, des immeubles verdis, une mobilité douce et des énergies renouvelables présentes à tous les endroits. Ce sera une ville extrêmement intelligente, mais ça ne se verra pas et ça ne s'entendra pas. Spontanément, pour moi, c'est une ville sans voiture. Je ne sais pas comment, et je sais que c'est difficile. Parce que pour moi, maintenir la voiture dans la ville, c'est comme être diabétique et se goinfrer de sucre. C'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Idéalement, la ville de demain, elle devrait être quasiment piétonne, avec des axes de mobilité douce, des déplacements à pied, à vélo, à triporteur pour les livraisons. Et il va falloir se débarrasser de la voiture telle qu'elle existe aujourd'hui. Les grandes villes vont couper de 50% le nombre de véhicules à l'intérieur de la ville, donc il faut vraiment trouver des alternatives en fait de mobilité. Et ces alternatives de mobilité, elles doivent être propres et elles doivent être faciles à prendre. Donc c'est de la mobilité as a service, comme on dit. Avant, le patron cherchait à comprendre pourquoi il aurait une valeur ajoutée à ce que son salarié travaille à distance. Les choses se sont inversées. Le salarié nous pose la question de la valeur ajoutée de venir au bureau. Ça change complètement les choses. Il faut connecter ces gens. Et puis, si on va plus loin, ça va jouer beaucoup sur la mobilité. Les gens vont moins bouger, pas aux mêmes horaires. Pourquoi la métropole n'organiserait pas ça aussi ? Pour que finalement on partage toutes ces données entre les entreprises et le territoire pour désengorger cette ville. Moi, je suis persuadé que le fait que des véhicules électriques rechargés avec des renouvelables, avec zéro pollution, puissent être autonomes, c'est-à-dire ne vous mangeront pas du temps pour le conduire, ça modifie complètement l'urbanisme. Parce que le souhait de nos concitoyens, c'est pas de vivre en appartement, mais c'est la maison avec un petit barbecue. Et ce qui était jadis combattu par les urbanistes en disant il faut absolument faire une ville verticale, je pense qu'on va revenir un peu. On a beaucoup concentré dans les villes, on a fait des tours assez élevés. Donc pour moi, la ville de demain, c'est peut-être une ville où on peut déconcentrer un tout petit peu, en tout cas on peut au moins l'imaginer, mais qui dit déconcentrer, ça veut dire qu'on demande aux gens d'aller plus loin, donc ça veut dire que s'ils vont plus loin, il faut avoir réglé des problèmes de transport et des problèmes de vie, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Depuis une vingtaine d'années, on a remis en question ce qu'on appelle, en le disqualifiant d'ailleurs, l'étalement urbain. Ce qu'a montré la crise, c'est l'appétence pour cette urbanisation-là, un peu desserrée, où on peut respirer, où on retrouve le lien à la nature. Donc c'est pour moi plutôt la ville-jardin. On voit bien que demain, cette question du rapport domicile-travail, déplacement, pourra se poser dans des termes tout à fait différents. Et alors là, ça suppose un enjeu important, du côté des professionnels en particulier, c'est qu'on revoit la doxa de l'urbanisme. Après, on risque aussi d'avoir, mais tant mieux, je dirais, de retrouver de la qualité à des formes urbaines dont aujourd'hui on considère qu'elles ne sont pas forcément les plus vertueuses. On pense à l'étalement pavillonnaire. Oui, on peut peut-être imaginer qu'on pourra travailler plus dans son pavillon et qu'à ce moment-là, on aura un taux d'usage de tout ce qui est bâti qui sera plus important qu'aujourd'hui. Et donc, on aura forcément des bilans carbone qui seront de meilleure qualité. C'est un sujet qui doit balayer quelques archétypes devant sa porte et que c'est pas la prochaine ZAC qui fait le paysage de la ville de demain. Ce qui serait d'ailleurs intéressant, c'est que les ZAC arrêtent de penser qu'elles sont le paysage de la ville de demain et qu'elles essaient plutôt de tirer profit des qualités de la ville d'hier. Et ça nous ferait du bien à tous. La ville de demain, c'est la grande ville. Mais la grande ville n'est pas forcément la ville surdensifiée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes qui sont envisageables. Et en même temps, une ville qui serait étalée ne serait pas non plus une solution du point de vue du développement durable. Donc il faut trouver une économie générale de la ville qui reste encore peut-être à inventer. De toute une série de registres d'innovation sur les modes d'habiter. Et en particulier aussi sur les modes de participation. La ville de demain, pour moi, c'est une ville qui n'a plus de frontières. C'est une ville qu'on appelle liquide. C'est un concept assez flat dans lequel le lien et la distance entre la zone de bureau et la zone industrielle, la zone de commerce et de vie et de culture, et la zone d'habitation est extrêmement resserrée. L'idée, c'est qu'il y ait de moins de migration et de mouvements pendulaires et que dans la ville de demain, on revienne au concept de quartier, on revienne au concept de village. Et le digital, le numérique, le haut débit, la 5G, tout ce que vous voulez, vous connecte au reste du monde. La métropole évolue dans un environnement qui est son bassin d'emploi, qui dépasse
clairement son périmètre géographique. Il faut absolument que la métropole soit certes connectée avec son citoyen en son sein, mais il faut qu'elle soit aussi connectée avec tous les territoires limitrophes. Et il faut qu'il y ait péréquation entre les services qui seront offerts à l'ensemble de ces citoyens de la métropole. Parce que si on est en capacité de fournir service en continuité, finalement on va réduire la notion de frontière entre différentes villes ou villages. On va réduire les tensions sur l'immobilier. Et je trouve que partir au large, si on a les services du centre, finalement, ça peut être une parmi tant d'autres opportunités. Nous sommes aujourd'hui sur des métropoles qui sont plutôt auto-centrées. La métropole de demain, c'est une réalité construite autour de ce qu'on pourrait appeler un bassin d'emploi qui s'ouvre finalement et donne peut-être demain une nouvelle chance à l'aménagement du territoire. La métropole de demain, elle peut effectivement irriguer, faire revivre un territoire qui aujourd'hui souffre. Et elle-même peut retrouver une respiration. Pour faire métropole, voilà le terme, c'est que ce qui marche, c'est justement l'interaction entre les différentes échelles. On fait métropole quand on facilite le passage d'un espace à un autre parce qu'on a des usages qui sont différents. Et je pense que la métropole idéale, ça sera celle qui sera capable de se sortir de l'image d'une métropole qui va finalement vampiriser tout ce qu'il y a autour d'elle, mais qu'on arrive beaucoup plus avec une image d'une métropole qui va finalement être un infuseur à la fois de croissance, de bien-être, capable de capter des richesses, mais de les retransmettre à son territoire. À l'heure où le citoyen a quand même une grande conscience des mutations à engager, à mon sens, la métropole, c'est la bonne échelle de gouvernance qui permet de mettre en place des actions concrètes de manière assez rapide. Quand on parle de transition écologique, je pense que le rôle des territoires est essentiel. Puis on sait aussi qu'il y a une spécificité à Toulouse, c'est qu'on a plusieurs intercommunalités. Et sans nier les qualités des unes et des autres, c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible qu'on ait 3 structures intercommunales, 3 projets intercommunaux dans la 4e ou plus grande ville de France. On ne peut pas se permettre d'avoir un collectif comme ça qui est dissolu lorsqu'on a des tels enjeux à affronter, quoi. On doit pouvoir dépasser ça. La métropole de demain devra être connectée aux autres territoires, à ces territoires périurbains, connectés aux villes qui l'entourent, à leur environnement proche, pour qu'il n'y ait pas de rupture territoriale qui empêche aujourd'hui les politiques de réellement se faire. Un peu d'abolir ces frontières territoriales, administratives pour répondre à ces enjeux. S'il y a un cri du cœur que j'ai envie de lancer aux villes, c'est vraiment qu'elles aillent au-delà de leur centre. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse avoir une logique dans laquelle on ne s'occupe pas que du top modèle. Cette tentation de toujours refaire encore la place du Capitole, la place de la cathédrale, ils sont déjà des endroits de beauté. Pour moi, le vrai enjeu, c'est d'injecter cette beauté partout, que ce soit au sein des quartiers, que ce soit au centre-ville ou que ce soit dans la périphérie, la plus banlieue qui puisse exister. Je pense que là, on aura vraiment une vraie intelligence, cette intelligence de pouvoir vivre tous les jours avec de la beauté. La ville de demain, elle doit être verte, avec vraiment des artères de respiration végétale. Elle doit être avec des immeubles conçus vraiment pour éviter la chaleur, le soleil, pourquoi pas mettre des jardins sur les toits des immeubles. Elle doit être ponctuée en fait de paysages comestibles, alors jardin ouvrier ou carrément espace de maraîchage professionnel. Avoir en fait des tiers-lieux un peu comme ça de vie qui soit au milieu à la fois de la végétation et de la production, mais qui rassemble les citoyens au cœur d'espaces agréables à vivre. La deuxième chose, c'est que j'imagine c'est une ville où il y a de la nature. Ça veut dire qu'elle est partout, pas que dans des parcs bien soignés, pas que dans des écoquartiers, et qu'on ne peut pas se déplacer plus de quelques minutes en ville sans avoir la possibilité d'une expérience avec la nature. Une des questions dans notre écosystème n'est pas de se demander comment ramener la nature ou le vivant en ville, mais plutôt comment ramener la ville dans la nature, dans son écosystème et dans la biosphère. Le challenge, il n'est pas obligatoirement fonctionnel, il est vraiment dans la manière de voir la ville. Il est vraiment de réaliser qu'on fait partie de cette nature-là et qu'on est entremêlé avec le vivant. Cette ville de demain, on doit essayer le plus possible d'intégrer cette biodiversité. Donc c'est de la verdure, mais c'est aussi de la faune. L'être humain est une espèce animale
animal. Et la première chose dont a besoin une espèce animale pour survivre, c'est de son environnement, c'est de la nature, c'est de la verdure, c'est de la faune et de la flore. Et je pense que tout simplement, pourquoi on a cet amour, et c'est de l'amour de la nature, c'est parce que c'est en nous. Un moyen de le faire ressortir de manière belle et harmonieuse, c'est d'inviter la nature dans nos villes. La ville de demain aura géré la coexistence du minéral et du végétal. On trouvera le moyen de produire également de la nourriture en ville. Et il y a des modèles beaucoup plus aboutis sur la production de matières végétales comestibles dans l'espace urbain, parce que tout simplement c'est une attente de nos concitoyens. Le politique doit intégrer ça d'une manière ou d'une autre. La ville doit changer de visage. À Toulouse, il sera de plus en plus chaud. Pitié, mettons en place des espaces verts qui fassent que Toulouse, ce soit une ville qui continue d'être respirable sans que tout le monde installe sa climatisation. Travaillons cette notion de verdure parce que de tout ça va découler plein d'autres choses autour. Donc moi, c'est à ça que je suis plus attaché. Puis j'aime la terre et j'aime le vert. Il ne faut pas forcément voir la ville du futur, la Smart City, comme uniquement de la technologie et des apports futurs, mais regardez ce qui s'est passé, ce qui a été fait il y a 2000 ou 3000 ans dans les villes du Sud, dans les villes méditerranéennes, les villes blanches. Changer les matériaux de construction, revenir peut-être à la terre crue, par exemple, permet d'avoir des conditions de confort bien meilleures à l'intérieur, d'éviter la climatisation, et ça, c'est quelque chose qui se fait dans les pays du Maghreb, par exemple. Donc c'est une ville où on a mieux conçu déjà le bâtiment lui-même, avec éventuellement des doubles pots qui font des espaces tampons, mais aussi des plantations qui génèrent davantage d'ombre l'été et qui laissent passer la lumière l'hiver. Un peu plus de bon sens, un peu plus d'humilité et de simplicité. La ville de demain, ce qui me vient à l'esprit, c'est une ville résiliente, où les choses sont en équilibre. On pense au présent, mais on pense aussi au futur. Et donc, on fait tout pour mettre le smart au service de la ville. Et donc, mettre tout ce qui est intelligence collective, moyens financiers, recherche, pour qu'il y ait une société qui soit équitable, verte, durable et résiliente. La ville de demain, elle va nous permettre de nous protéger face aux chocs. Demain, s'il y a un nouveau Covid qui arrive, en fait, on peut réagir. On est suffisamment fort collectivement. On a les compétences, on a les ressources matérielles, naturelles, les matières premières qui font que, en fait, on a confiance dans l'avenir. On est suffisamment prévenus aujourd'hui, donc à nous de les anticiper. Je pense que l'erreur serait de repartir comme avant. Idéalement, les territoires devront être plus sobres, plus résilients et plus inclusifs. Plus sobre par l'économie dans la consommation des ressources naturelles, des choix d'aménagement pour préserver la biodiversité, la lutte contre l'artificialisation des sols. Plus résilient, les villes devront renforcer la robustesse, l'adaptabilité de tous les systèmes et des organisations pour faire face à ces événements exceptionnels. Et bien sûr, l'inclusion, indispensable et complémentaire des deux autres, puisqu'effectivement, les grands pôles urbains concentrent 65% des populations les plus pauvres. Donc, l'accessibilité de la ville et des services est un enjeu majeur pour les territoires de demain. C'est une ville où tout le monde a sa place, où il n'y a pas de cloisonnement. Il y a une fluidité et une vraie capacité d'adaptation. Bien sûr, il faut faire des infrastructures durables, mais d'infrastructures qui sont capables de s'adapter. C'est une ville où on peut changer à tout âge de son évolution, on peut aller à un endroit ou à l'autre et vivre aussi bien. La ville de demain, c'est aussi une ville résiliente, donc qui propose aussi des solutions qui sont évolutives. On va être sur une ville qui va valoriser les énergies locales pour minimiser l'impact environnemental au travers de boucles énergétiques locales. Donc, ce serait une ville où on arrive à mettre en réseau, au niveau des quartiers, des énergies qui sont produites localement. L'expérience qu'on peut tirer de la crise que nous continuons à traverser aujourd'hui, on a oublié de se prononcer sur ce à quoi nous devons renoncer. Nous devons absolument nourrir un débat collectif, apaisé, sur les choix qui nous permettront de construire la ville de demain. On ne peut pas sans cesse repousser les limites du possible. On doit optimiser les ressources dont nous disposons, optimiser aussi le rapport au numérique, qui n'est lui aussi pas sans fin, il n'est pas illimité. On rentre dans une crise de l'aéronautique, on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Donc on ne peut pas rester attaché à des économies monofonctionnelles. C'est l'heure de la polyvalence, c'est l'heure de la relocalisation, c'est l'heure de la réindustrialisation de la ville, mais pour que l'intensité sociale soit synonyme de qualité de vie. Si vous avez 30 ou 40 ans à passer, dans lesquels vous êtes actif, vous devez vous poser cette question. Est-ce que vous voulez les passer à redessiner les portes des couloirs du monde d'avant,
ou est-ce que vous voulez les passer à explorer les tunnels qu'il va falloir inventer pour le monde d'après? Je pense qu'il y a une responsabilité très forte à tous ceux qui peuvent orienter des dispositifs qui vont durer plus de 5 à 10 ans maintenant, d'expérimenter des voies nouvelles dans lesquelles on va s'assurer de la résilience à la fois de la démocratie, de l'adaptabilité de son territoire, face à des enjeux qui sont pour moi la libération du maximum de solutions. De donner aussi peut-être plus de liberté aux acteurs qui sont en train de réinventer la ville. Je pense à plein de collectifs ou d'associations ou même d'entreprises qui sont pleines de bonne volonté, même de citoyens. Donc de leur laisser plus le champ libre et que les process soient simplifiés, permettant à ces gens qui ont envie de créer. Pour moi, la Smart City, c'est d'abord s'appuyer sur les intelligences des hommes et des femmes. On arrive à trouver de la complémentarité entre les différentes personnes qui sont au niveau d'un quartier, par exemple, et on arrive à recréer des espèces de villages, mais en tout cas de quartiers où on travaille, où on habite, où on cohabite, on échange, on produit. Le futur de la ville, déjà, c'est une ville où on a moins besoin de se déplacer pour vivre. C'est une ville où on a plus besoin de fréquenter son prochain. C'est la ville vue comme un commun, quoi. La richesse, c'est ce qu'il y a autour de nous et ce qu'on est capable d'appréhender, et pas ce qu'on imagine qu'on va aller chercher extrêmement loin. Et pour ça, il faut des outils qui poussent à ça. La ville de demain, c'est une ville ancrée sur le local, ancrée sur les solidarités et la production locale. À mon sens, dans cette ville de demain, les tiers-lieux, dans leurs composantes à rassembler différentes catégories d'usagers, de rassembler à la fois institutions, citoyens et entreprises, peuvent être demain de véritables fabriques de territoire pour créer le monde de demain en associant les différentes parties prenantes. Les villes demain, à mon avis, vont être des villes qui vont devoir travailler beaucoup plus sur une résilience. On va avoir une forme de polycentrisme maillé qui va être en fait des îlots locaux qui vont être interopérables. Je suis un peu de l'avis de Carlos Moreno avec des courbes isochroniques qui vont permettre d'avoir à proximité de chez soi un certain nombre de commodités vitales pour une notion de santé collective et une notion de santé dans laquelle il y a aussi bien du mental que du physique, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent respirer, se poser, éduquer, travailler, se cultiver. Alors la ville de demain, c'est jouer l'intelligence ville-campagne en dotant la ville de circuits de distribution et de logistique professionnels, pouvoir accéder à des services ou des produits qui sont produits qu'on peut consommer localement, de tous ces petits producteurs, de tous ces petits artisans de l'économie sociale et solidaire, les valoriser. C'est pas une petite économie en fait, c'est vraiment plein d'emplois qui sont des emplois de qualité. C'est une ville où on recrée avec tous les moyens nécessaires cette solidarité de quartier, parce que l'idée c'est aussi de retrouver ce lien intergénérationnel, et moi je pense que la notion d'habitat mixte, c'est des choses qui peuvent exister, c'est des choses envisageables qui existent à d'autres endroits. Pour moi, la ville idéale, ça serait vraiment une ville où on ne fait pas que passer, où on vit. Les places de village, c'est là où tout se passe, quoi, où on reste pas, on passe pas. C'est des villes, des lieux qui deviennent des destinations en soi. J'aimerais bien que Toulouse, et elle est en train, je pense, d'y arriver, avec, je pense, l'avènement des tiers-lieux dans Toulouse, ces festivals qui commencent à être nombreux, ces mixités de lieux, je pense qu'on peut y arriver. Donc, pour moi, la ville de demain, ça ressemblera à, je l'espère, beaucoup plus d'interaction entre les personnes, que les gens communiquent et parlent plus entre eux, dans les jardins, sur les bancs publics, qu'on se réapproprie les places qui sont aujourd'hui désertées, qu'on laisse un petit peu nos téléphones de côté et qu'on se parle tout simplement. La question du quartier, la question du local, voire du micro-local, semble être en train de remonter. On a une demande forte qu'on voit poindre un peu partout qui consiste à essayer de reprendre son destin en main en quelque sorte. Mais je pense que la ville de demain le permettra certainement, ce que j'appelle l'autonomisation des habitants, c'est-à-dire qu'ils seront davantage en capacité à pouvoir intervenir dans l'espace public pour gérer les affaires qui les concernent. Par exemple à travers les budgets participatifs, autour des projets de concertation dans le cadre des aménagements paysagers urbains par exemple. Je vois les gens en ce moment marcher, prendre la rue par le comportement quotidien, c'est remise en question. À qui appartient la ville? Aux familles, piétons, aux citoyens. J'ajouterais là-dedans où il y a aussi comme une espèce d'infrastructure qui nous aide à voir comment on peut fonctionner au-delà d'être en débat, puis une pensée binaire, puis d'avoir peur de l'autre ou projeter de l'autre. Donc, des espaces qui nous invitent à expérimenter comment on peut être autrement l'un avec le rapport de l'autre. Ce qui va apparaître, c'est le mot partage, je pense. Partage de l'énergie, partage des ressources.
Enfin, il y a un souci aujourd'hui de nos concitoyens de vivre finalement en collectivité, mais en collectivité qui vraiment interagit, quoi. C'est ça. C'est pas chacun dans son appartement. Ça, on a vécu que c'était pas du tout la bonne solution. Et donc, la bonne solution, c'est de se retrouver. Et donc, ce partage, en fait, on peut le décliner à toutes les sources, y compris en partageant son énergie, en partageant son savoir-faire. Et je pense que ça va s'appliquer dans pas mal de grandes villes, en fait. Donc, je pense que la ville de demain doit être capable de créer, non pas de la distanciation sociale, mais de l'intensité sociale. Et l'intensité sociale, on ne peut pas la donner à quelques privilégiés. Il faut qu'elle soit partout dans la ville, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les immigrés, pour ceux qui ne parlent pas la même langue, avec accent ou sans accent. Il faut qu'elle soit ouverte à tous. Il faut absolument relier le citoyen. Les problèmes qu'on a eus avec les Gilets jaunes sont assez symptomatiques du fait que les citoyens veulent plus échanger entre eux, de se sentir appartenir à une communauté et de se rassembler autour d'un message, autour d'un débat. La ville connectée, et c'est pas simplement relier la ville en tant qu'institution avec le citoyen, ça doit être le moyen de relier les citoyens entre eux et de progresser finalement tous ensemble. Donc moi, mon envie, mon cri du cœur, c'est de se dire on a tous le droit de citer et tout ce système a le droit d'être beau. C'est une forme de respect, je dirais. On n'a pas à discriminer les habitants parce qu'ils habitent dans telle ou telle situation et la métropole, je dirais, nous le permet. Moi, le cri du cœur, c'est la connexion, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans cette ville, il y a quand même la Smart City pour une certaine catégorie de population. C'est toujours les mêmes. Et puis, les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers pauvres, les gens sont extrêmement nombreux, ils n'ont pas accès à beaucoup de services, ils sont déconnectés, il y a une vraie fracture numérique. Mon cri du cœur, c'est là que ça va se jouer. Ce projet doit être partagé par tous et pour tous, et encore une fois intégrer que ce soit les travailleurs handicapés ou les citoyens des quartiers tout simplement, que tout le monde puisse bénéficier et puisse contribuer à cette démarche pour faire en sorte que la ville de Toulouse corresponde aux besoins de chacun. Si je devais dire le mot qui relie, c'est coopérer. Faire coopérer des gens différents, faire coopérer des communes qui ont des gouvernances différentes. Dans tous les cas, ce qui définit encore une fois, de mon point de vue, l'intelligence de Sapiens, c'est sa capacité à coopérer massivement. La City ne peut pas être smart si son mot d'ordre n'est pas la coopération. Ma phrase de la fin serait d'être en capacité de pouvoir agglomérer du monde tout ce projet Smart City. Trop de gens ne sont pas concernés ou ne se sentent pas concernés. C'est que pour un grand nombre de nos concitoyens, la Smart City, c'est assez vague en réalité. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie dans ce genre de situation. Qu'on le veuille ou non, la résistance au changement est une composante principale de la personnalité humaine. Et il faut donc prendre ça en considération, sans quoi on ne ferait rien. Donc si on a ça en tête, je pense que ça ne peut pas se faire sans l'ensemble des franges de la population. Je verrai la Smart City en tant qu'outil pour agglomérer la population. Eh bien, pour moi, idéalement, il n'y a pas de modèle de ville de demain. Si on ne prend pas en compte à la fois l'histoire, la sociologie, l'économie, le climat, etc., pour moi, il n'y a pas un modèle de ville de demain. Que certains grands groupes ont encore un petit peu en tête d'ailleurs, hein. Mais la Smart City d'aujourd'hui, eh bien, celle de Toulouse, il faut absolument qu'elle ne soit pas équivalente à celle de Bordeaux ou à celle de Montpellier ou à celle de Paris. Et la ville de demain, elle ne naîtra pas dans le cerveau malade d'un sauveur providentiel. Elle se construira collectivement et effectivement dans une discussion avec des allers-retours, avec des erreurs, et qui pourra être une ville à la fois évolutive, tout ce qui est le propre de la construction humaine. La ville de demain, je pense qu'il ne faut pas attendre de solutions toutes prêtes qui vont tout changer. C'est par des approches très pluridisciplinaires. On aura une réponse dans des approches très complexes. Il va falloir parler aussi à des sociologues, il va falloir parler à des géographes, mais il va falloir convoquer de nombreuses disciplines pour pouvoir travailler sur différents sujets. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment cette complexité-là qui est aujourd'hui le plus important. L'interdisciplinaire. Tout ce qui est de l'ordre de l'interstice également. Mettre ensemble des chercheurs, des expérimentateurs, des acteurs, des citoyens, penser à des choses qui permettent de relier des logiques qui ne le sont pas ou des espaces qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de préparation de la gestion de ces interstices. Il faut que ces interstices deviennent des espaces habités.
habitée et visible, parce que ce sont des espaces de lien. Cette volonté de faire lien, il faut qu'elle soit poétiquement très instrumentée, sinon c'est un échec. C'est le rôle des villes de donner du temps et de l'espace à l'expression de nos valeurs, à l'expression des choses qui nous tiennent à cœur. De ce point de vue-là, je pense qu'une ville smart est aussi une ville qui doit mettre en place des gouvernances par le bas. Ça veut dire que c'est aussi une ville du débat beaucoup plus fortement que précédemment, avec aussi des valeurs qui peuvent être très différentes. Dès lors qu'on parle d'une ville, il faut une ambition, il faut un idéal, il faut quelque chose qui nous tire, il faut qu'on ait un projet collectif, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une place pour décrire et pour proposer un projet qui soit empreint d'humilité. Parce qu'on aurait l'impression de ne pas être exclu de quelque chose. Et cette humilité-là, à mon avis, ça c'est la vraie modernité. Tout ce qui va être prétentieux perdra du monde.